Le monde entier avait les yeux rivés sur un penalty dès la première semaine de la Coupe du Monde. Des millions de personnes regardaient le même ralenti et arrivaient à la même conclusion, indépendamment, simultanément, dans des dizaines de pays et de fuseaux horaires. Il y a hors-jeu. L'attaquant était clairement au-delà du dernier défenseur. Tout le monde l'a vu. Les supporters massés dans le stade l'ont vu. Les supporters devant leur télévision l'ont vu. Les consultants installés sur les plateaux l'ont vu. Puis, l'arbitre assistant vidéo a validé l'action. Le pénalty a été maintenu, le ballon est entré. Et le seul élément qui pouvait trancher toute la discussion, la ligne de hors-jeu calibrée que la FIFA déploie chaque semaine dans des championnats partout sur la planète, n'est jamais apparue. C'est le pire cauchemar de la FIFA. Pas une décision controversée. Chaque tournoi en connaît. Toute compétition de ce niveau produit des moments où des gens raisonnables ne sont pas d'accord et où les marges se jouent à presque rien. C'est le football. Le cauchemar, c'est tout autre chose. Le cauchemar, c'est une décision controversée que personne n'est autorisé à vérifier. Diffusée en direct au monde entier par une organisation qui venait déjà de passer 3 jours à brûler jusqu'à la dernière once de confiance qui lui restait. Alors reprenons exactement ce qui s'est passé, parce que cette affaire est sérieuse. C'était Qatar contre Suisse au Levi's Stadium, dans la baie de San Francisco. Un match de phase de groupe, dans le groupe B, l'une des premières rencontres officielles de toute la Coupe du Monde 2026. En début de match, l'attaquant suisse Breel Embolo s'est avancé pour tirer le premier pénalty de tout le tournoi. Le pénalty a été sifflé après que Remo Freuler a été renversé par le gardien qatari Mahmoud Abounada. Sur le seul contact, très bien. Le gardien l'a percuté. Cette partie-là était claire. Mais le problème était ailleurs. Le ralenti semblait montrer que Freuler était clairement hors jeu avant même que ce contact ne se produise. L'arbitre assistant vidéo a examiné l'action. Les écrans du stade indiquaient que la vérification était en cours. Après une longue attente, la décision est tombée. Pas de hors-jeu. Pénalty confirmé. Embolo a marqué. Et ensuite, tout le monde a attendu la ligne. Le graphique, l'arrêt sur image calibré qui pose 2 lignes de couleur sur la pelouse et met fin à n'importe quel débat sur le hors-jeu en environ 2 secondes. L'outil que l'on voit utilisé en Premier League chaque semaine, parfois plusieurs fois dans le même match. Il n'est pas apparu sur Fox aux États-Unis. Il n'est pas apparu sur la retransmission britannique. Il n'est pas apparu en Espagne. Nulle part sur Terre, le public n'a pu voir la preuve censée démontrer que cette décision était la bonne. La ligne n'est jamais venue. Alors les supporters ont fait ce que font les supporters. Ils ont explosé. Sur les réseaux sociaux, sur X, sur toutes les plateformes disponibles dans toutes les langues. Le verdict était presque unanime. Les supporters germanophones parlaient de la plus grosse erreur d'arbitrage du tournoi jusque-là, affirmant sans détour que le joueur était hors jeu. D'autres y voyaient le premier scandale arbitral de la Coupe du Monde. Un message demandait simplement comment, sur Terre, cela pouvait ne pas être hors jeu. Des milliers de personnes regardaient harpant les mêmes images figées, certaines de ce qu'elles voyaient, tandis que la FIFA gardait pour elles l'unique outil qui pouvait leur donner tort et ne leur montrait rien. Puis les consultants se sont emportés. Gary Neville, en direct à la mi-temps sur Sky Sports, n'a pas mâché ses mots. Il a clairement rappelé que la FIFA est le diffuseur hôte, qu'elle dispose de la technologie semi-automatisée du hors-jeu, qu'elle pouvait la montrer immédiatement et qu'elle ne le faisait pas. Il a dit que les supporters se méfiaient déjà de la FIFA et de la technologie. Il a dit que, jusqu'à preuve du contraire, à ses yeux, il y avait hors-jeu. Puis il a choisi le mot qui allait faire les gros titres. Il a dit que cela ressemblait à une dictature, une organisation qui conserve les preuves en interne et refuse de les montrer aux supporters des pays qui jouent réellement. Ian Wright a été tout aussi direct. Il a demandé pourquoi la ligne de hors-jeu semi-automatisée n'avait pas été montrée. Il a dit que le joueur semblait hors jeu. Et il a fini par un seul mot. Scandale. Ils font ce qu'ils veulent, a-t-il dit, assis dans leur bureau. Et c'est là que la FIFA a aggravé la situation en essayant de l'améliorer. Environ 3 heures après la fin du match, certains récits parlent plutôt de près de 4 heures, la FIFA a publié un communiqué. Et l'explication était, de toutes les choses possibles, un problème technique. Elle a s'expliqué qu'une brève panne technique avait empêché la génération de l'animation indiquant la position licite. Que le problème avait été rapidement résolu, que le véritable processus de travail de l'arbitre assistant vidéo n'avait jamais été affecté, que la vérification avait suivi la procédure normale, que les lignes utilisées par les officiels montraient qu'il n'y avait pas hors-jeu. Elle a même publié 2 images fixes pour appuyer sa version. Relisez bien cela parce que c'est extraordinaire. La position officielle de la FIFA est la suivante.
La caméra qui vous montre la preuve est tombée en panne. Mais faites-nous confiance, la preuve existe, et elle dit que nous avions raison. L'élément qui aurait pu tuer cette polémique au moment où il le fallait, en direct pendant la retransmission, alors que le monde entier regardait, était indisponible précisément au moment où le monde en avait besoin. Et il n'a émergé que des heures plus tard, après que le but a été inscrit, après que le résultat a été façonné, après que le mal était déjà fait. Dire que la ligne existait, qu'elle ne s'est simplement pas affichée et qu'en plus elle confirmait notre décision, ce n'est pas de la transparence. C'est une note de la FIFA pour excuser la FIFA. Et après la semaine que ces gens étaient déjà en train de vivre, personne n'avait envie de les croire sur parole. Car c'est cela, la vraie histoire. Ce n'est pas une mauvaise soirée isolée. C'était le 3e jour. 3 jours. Et regardez la pile de problèmes qui s'étaient déjà accumulés avant que ce chaos autour du VAR ne vienne s'ajouter à tout le reste. Commençons par le prix des billets. La controverse sur la billetterie de la Coupe du Monde 2026 montait depuis novembre de l'année précédente, lorsque la FIFA a mis les premiers billets en vente et que les places les moins chères pour la finale étaient déjà affichées à plusieurs milliers de dollars. Les billets de catégorie premium pour la finale dépassaient devant les 5000 dollars. Au moment où le tournoi a réellement commencé, des procureurs généraux de plusieurs États américains avaient été déjà assignés la FIFA dans le cadre d'allégations d'inflation artificielle des prix et de tromperie des supporters. Des responsables ont accusé la FIFA d'avoir utilisé une tarification variable en plusieurs phases et d'avoir retenu des places de façon stratégique afin de créer une rareté artificielle. Selon l'organisation Football Supporters Europe, les prix des billets pour ce tournoi ont été multipliés par 5 par rapport à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, 5 fois. Et cette Coupe du Monde précédente était déjà jugée chère. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a publiquement défendu cette politique tarifaire dans les jours précédant l'ouverture du tournoi. Il a déclaré aux journalistes que le tournoi était rentable et que la demande était forte. Les sièges vides racontaient une autre histoire. Ces sièges vides sont apparus presque immédiatement. Dès le 2e match du tournoi, Corée du Sud contre République tchèque à Guadalajara, on voyait des milliers de places inoccupées dans un stade pour lequel la FIFA annonçait une affluence de 44 985 spectateurs. À l'image, l'enceinte paraissait nettement loin de sa capacité maximale. Le match d'ouverture du Canada contre la Bosnie-Herzégovine au BMO Field de Toronto s'est joué devant bien plus d'1 millier de sièges invendus. Des billets pour cette rencontre étaient encore disponibles dans les heures précédant le coup d'envoi, mais à des prix compris entre 1 645 et 2 240 dollars. Le match d'ouverture des États-Unis contre le Paraguay à Los Angeles a connu le même problème, avec des billets annoncés jusqu'à 2 735 dollars et des espaces vides visibles dans tout le stade. La FIFA a annoncé une affluence de 67 966 spectateurs pour Qatar Suisse au Levi's Stadium, à peine en dessous de la capacité maximale. Le stade semblait en rempli aux 3/4 environ. La même explication est réapparue, les supporters se tenaient debout dans les coursives. À cela s'ajoute ce qui s'est passé avec les restrictions de voyage. Les politiques de voyage et d'immigration du président Trump ont créé une situation sans précédent dans l'histoire de la Coupe du Monde. Des supporters d'environ 40 pays se sont retrouvés soit totalement interdits d'entrer aux États-Unis, soit confrontés à des restrictions de visa si sévères que leur présence devenait pratiquement impossible. Pour les supporters iraniens, pour ceux de certaines régions d'Afrique, pour les fans de pays figurant sur les différentes listes de restrictions du département d'État, cette Coupe du Monde n'était pas un tournoi auquel ils pouvaient assister. C'était un tournoi qu'ils ne pouvaient regarder qu'à distance. La BBC a recueilli les réactions de supporters du monde entier qui ont décrit la situation en des termes très durs. Une Coupe du Monde pour eux, pas pour nous, a résumé l'un d'eux. Mais les supporters n'ont pas été les seuls à être exclus. Des joueurs et des membres de staff se rendant au tournoi ont raconté avoir été mis à l'écart, au point d'entrée, fouillés longuement et retenus à la frontière pendant des périodes prolongées. La FIFA a reconnu que plusieurs délégations avaient à rencontrer des difficultés dans des aéroports et à des postes frontières américains. Puis est venu le cas le plus spectaculaire de tous. Omar Abdulkadir Artan, arbitre somalien, figurant parmi les 52 officiels sélectionnés par la FIFA pour la Coupe du Monde, s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis après son arrivée à l'aéroport international de Miami. Le département de la sécurité intérieure a confirmé le refus, invoquant des préoccupations liées aux vérifications de sécurité, sans fournir davantage de détails. Artan devait entrer dans l'histoire.
Il aurait été le premier ressortissant somalien à arbitrer un match de Coupe du Monde de la FIFA. Il avait été désigné meilleur arbitre masculin d'Afrique en 2025. Rien de tout cela n'a compté à la frontière. Il a été refoulé et renvoyé chez lui avant de pouvoir diriger le moindre match. La réponse de la FIFA au cas Artan a ajouté l'humiliation à l'injustice. Gianni Infantino, interrogé à ce sujet dans les jours précédant l'ouverture du tournoi, a déclaré aux journalistes que les supporters devaient se détendre. La FIFA a confirmé qu'elle ne contesterait pas la décision et a discrètement révisé la liste des arbitres retenus. C'est le contexte politique dont personne au sein de la FIFA ne veut parler directement, mais qui plane sur tout le reste. La relation entre Infantino et le président Trump a fait l'objet de nombreux articles dans les mois précédant ce tournoi. Infantino s'est rendu à Mar-a-Lago. Il a assisté à la première d'un documentaire sur Melania Trump. Il a remis une médaille à Trump. Il a déclaré que les politiques de Trump, y compris son rôle dans la diplomatie au Moyen-Orient, méritaient le prix Nobel de la paix. The New York Times a longuement détaillé les efforts déployés par Infantino pendant des années pour se ménager un accès personnel à Trump, allant jusqu'à expliquer que les bureaux de la FIFA à New York avaient loué des locaux dans un immeuble lié à Trump. Les critiques établissent un lien direct entre cette relation et le silence de la FIFA sur les interdictions de voyage, les refus de visa, l'exclusion des supporters et l'éviction d'un arbitre. D'anciens responsables gouvernementaux ont déclaré au Times qu'Infantino avait peiné à construire une relation de travail avec l'administration Biden et avait trouvé en Trump un allié disponible, qui le qualifie publiquement de roi du football. The Guardian a publié dès mars de l'année précédente une chronique affirmant qu'Infantino et Trump s'étaient en quelque sorte approprié le tournoi, comparant la mise en scène politique de l'événement à l'usage que Benito Mussolini avait fait de la Coupe du Monde de 1934 en Italie. Cette comparaison a suscité de fortes réactions. Mais la question de fond qu'elle soulevait, celle de savoir si la FIFA a échangé son indépendance contre un accès au pouvoir, n'a pas disparu. Une campagne de plainte de type action collective, lancée dans les semaines précédant le tournoi, a demandé une enquête complète sur le fonctionnement de la présidence de la FIFA, visant spécifiquement les liens politiques d'Infantino. Les organisateurs ont présenté cette initiative comme une manière de canaliser la frustration des supporters afin de créer une pression politique en faveur d'une réforme structurelle de la FIFA. Le Monde a publié une enquête détaillée sur ce qu'il a appelé les liens troubles entre la FIFA et les États-Unis, retraçant la place formelle qu'Infantino avait obtenue dans l'orbite politique de l'administration actuelle. Un tournoi qui devait parler de football était devenu, inévitablement, quelque chose de plus vaste. Une affaire de pouvoir, d'accès, de qui décide qui a sa place et qui ne l'a pas. Et c'est dans tout cela, dans cette atmosphère précise, au troisième jour d'un tournoi qui peinait déjà à afficher sa légitimité, qu'est entrée la ligne de hors-jeu qui n'est jamais apparue. Ainsi, lorsque le graphique calibré n'a pas été montré samedi, voici ce qui ne s'est pas produit. Personne chez soi ne s'est dit « Bon, ce genre de choses arrive, c'est probablement juste un problème technique, accordons-leur le bénéfice du doute ». Après 3 jours de cela, 3 jours de sièges vides, d'interdiction de voyage, de membres d'équipes retenus, de l'affaire Artan et des conférences de presse d'Infantino, le réflexe est allé exactement dans le sens inverse. Les gens n'ont pas vu un bug, ils ont vu une dissimulation. Que ce soit juste ou non pour la FIFA dans ce cas précis est presque secondaire, car la FIFA est l'organisation qui a passé toute la semaine précédente à entraîner son propre public à imaginer le pire. Soyons honnêtes sur ce que montrent réellement les éléments disponibles, parce que l'honnêteté compte ici. Il est tout à fait possible que la décision ait été correcte. Les 2 images publiées par la FIFA plusieurs heures après le match semblent bien montrer des lignes indiquant que Freuler était en position licite. Plusieurs équipes d'analyse des diffuseurs ont examiné les images disponibles et sont arrivées à des conclusions différentes selon l'angle de caméra utilisé et l'image exacte sur laquelle elles mettaient la vidéo en pause. Il est possible que la technologie ait réellement échoué, que le graphique n'ait pas été généré à cause d'une vraie panne, que la vérification ait suivi le protocole standard et que tout cela ne soit rien de plus qu'un timing extraordinairement désastreux dans une mauvaise journée pour le service graphique. Tout cela peut être vrai en même temps. Mais c'est précisément ce qui en fait un cauchemar plutôt qu'une simple note de bas de page. La FIFA avait une seule chose à faire à cet instant, montrer la ligne, mettre fin au débat. Passer à autre chose. Elle n'a pas su le faire. Et elle avait déjà épuisé toutes les réserves de crédibilité qui auraient permis aux gens de lui accorder un minimum de bonne foi.
Quand vous avez passé 3 jours dans le rôle du méchant de l'histoire, vous ne pouvez pas soudain vous installer dans celui du narrateur digne de confiance. Le public ne repart pas de zéro simplement parce que cela vous arrangerait. Il faut le souligner. Le Qatar a marqué en fin de seconde période pour décrocher le premier point de son histoire en Coupe du Monde. Un match nul, un but partout. Un moment réellement historique pour un pays qui n'avait jamais obtenu le moindre point à ce niveau. Une vraie histoire. Un moment qui méritait d'être célébré par ses joueurs et ses supporters, totalement enseveli sous le bruit. C'est cette partie qui devrait déranger tout le monde, y compris la FIFA. Le football répond présent. Pas seulement dans ce match, mais depuis les premiers jours du tournoi. Le suspense est là, les surprises sont là, les débuts sont là. 48 équipes, 104 matchs, des joueurs venus de tous les coins de la planète qui se produisent sur des scènes qu'ils ont travaillé toute leur carrière pour atteindre. Le produit sur le terrain est excellent. Mais la FIFA ne cesse de piétiner son propre tournoi. Elle l'a piétiné avec le prix des billets avant même qu'un ballon ne soit frappé. Elle l'a piétiné avec les interdictions de voyage qui ont transformé la Coupe du Monde en événement réservé aux personnes détenant le bon passeport. Elle l'a piétiné avec son silence sur l'affaire Artan, qu'Infantino a balayé en conférence de presse comme quelque chose au sujet de quoi les gens devraient bien se détendre, comme si la dignité d'un arbitre décoré refoulé à l'aéroport de Miami était un désagrément mineur plutôt qu'un échec institutionnel. Et le soir du match entre le Qatar et la Suisse, elle l'a encore piétiné, en direct, devant tout le monde. Avec le seul élément de preuve qui pouvait sauver la situation enfermée quelque part dans un bureau, hors de vue, indisponible pour des raisons qui n'ont toujours pas été expliquées de manière satisfaisante. 3 heures de silence, puis un communiqué, puis 2 images fixes, puis aucun ralenti en 3 dimensions, puis la ligne qui, paraît-il, était là depuis le début. Simplement pas pour les gens qui regardaient pas pour les milliards de supporters qui méritaient tant de la voir. Faites-nous confiance, a dit la FIFA. Les lignes montraient qu'il n'y avait pas hors-jeu. Mais la FIFA demande de la confiance depuis très longtemps. Elle en a demandé pendant le scandale de corruption de 2015 et 2016 qui a fait tomber des dizaines de dirigeants, conduit à des plaidoyers de culpabilité devant les tribunaux fédéraux américains et exposé un système de pots de vin et de rétrocommission qui traversait l'organisation depuis des années. Elle en a demandé pendant la Coupe du Monde, Qatar 2022, lorsque les questions sur le processus d'attribution initiale n'ont jamais complètement disparu et que les conditions des travailleurs migrants construisant les infrastructures sont devenues une controverse internationale permanente. Elle en a demandé avec l'élargissement de la Coupe du Monde de 32 à 48 équipes, une décision que les critiques jugeaient davantage dictée par les revenus télévisuels et la géographie politique que par l'intérêt du sport. Et elle en demande maintenant, ici, pendant ce qu'Infantino a appelé la plus grande Coupe du Monde de l'histoire, alors que des procureurs généraux signifient à l'organisation des assignations judiciaires sur sa politique de billetterie, que des arbitres sont refoulés dans des aéroports américains et que des supporters de 40 pays se retrouvent exclus d'un tournoi qui leur appartient autant qu'à n'importe qui d'autre. À ce stade, plus personne n'est surpris quand la ligne n'arrive pas. C'est la phrase qui résume la situation. Pas l'indignation, pas le choc, seulement une reconnaissance lasse. Voilà ce que fait la FIFA. Voilà ce que la FIFA a toujours fait. Elle dirige un sport que le monde aime et le gère d'une façon en laquelle le monde a de moins en moins confiance. Le match s'est terminé sur le score d'un but partout. Le football comptait. Le but tardif du Qatar comptait. Le pénalty d'Ambolo comptait, quelle que soit la bonne décision. Les joueurs sur cette pelouse ont donné tout ce qu'ils avaient, et rien de tout cela n'a été l'histoire du lendemain matin. L'histoire, c'était la ligne qui ne s'est jamais venue, et désormais, dans la 3e année de l'ère Trump, dans la 11e année de l'ère FIFA post-scandale de corruption, et au 365e jour où Gianni Infantino demande au monde de lui faire confiance, plus personne n'est surpris. Voilà le vrai score. Pas un but partout. Quelque chose de bien plus difficile à renverser.